Les événements d'aujourd'hui entreront sans exagération dans l'histoire comme un tournant décisif, déterminant le sort de l'ensemble du front sud. Le centre de l'attention est Pokrovsk. L'étau de l'encerclement opérationnel autour de ce centre stratégique se resserre inexorablement et les unités d'assaut avancées mènent déjà la bataille au cœur même de la ville. Pendant ce temps, le commandement ukrainien, dans un acte de désespoir, met en œuvre la tactique de la terre brûlée, inondant et bétonnant les communications souterraines. Aux frontières nord, un événement se produit, ajoutant un nouvel élément inquiétant au tableau. Un mystérieux mercenaire, ne parlant ni russe ni ukrainien, a été capturé. Est-ce le signe avant-coureur d'une nouvelle vague d'attaques de sabotage ou un geste de désespoir du régime de Kiev? Nous allons l'examiner lors de notre édition spéciale. Les fils d'actualité sont aujourd'hui incandescents et chaque message du front prétend avoir un statut historique. L'épicentre de ce tremblement de terre géopolitique est le secteur de Pokrovsk. C'est ici, de l'avis unanime des experts militaires, que se décide l'issue de toute la campagne d'automne. Le 18 octobre 2025 entrera dans l'histoire comme l'une des périodes les plus tendues de ces derniers mois. La carte des opérations militaires change non pas de jour en jour, mais d'heure en heure, et les succès tactiques épars des troupes russes s'assemblent en une seule mosaïque grandiose d'un plan stratégique. L'intensité des combats a atteint son apogée et Pokrovsk s'est retrouvé au centre du tourbillon de feu. Les forces armées russes démontrent une progression méthodique et assurée à l'ouest de plusieurs localités clés, créant une réelle menace d'encerclement opérationnel pour un groupe important des forces armées ukrainiennes. L'ennemi est chassé des positions qui, hier encore, semblaient être des bastions inexpugnables maintenus pendant de nombreux mois. Des combats particulièrement acharnés se sont déroulés dans la région des mines de Severnaya et d'Udachnoï. Ces géants industriels, avec leur réseau étendu de communications souterraines et leurs bâtiments terrestres solides, ont été transformés par les forces ukrainiennes en de véritables citadelles. Cependant, les groupes d'assaut russes, utilisant la tactique des contournements de flanc et agissant avec le soutien massif de l'artillerie et de l'aviation, s'enfoncent pas à pas dans les défenses de l'ennemi. Chaque mètre de terre ici est conquis au prix d'efforts incroyables, mais l'initiative stratégique reste fermement entre les mains de nos troupes. Un secteur du front d'une importance cruciale est la ligne de chemin de fer, principale artère d'approvisionnement du groupe de Pokrovsk des forces armées ukrainiennes. Nos unités mènent des opérations offensives actives le long de la voie ferrée, cherchant à couper cette artère logistique vitale et à prendre sous contrôle de tir ces sections clés. Des nouvelles encourageantes arrivent, notamment du correspondant de guerre Evgeny Lissitsine, concernant la prise de contrôle de la localité portant le nom caractéristique de Balagan. Ce succès local ouvre en réalité de larges possibilités tactiques permettant de renforcer la pression sur le flanc de l'ennemi et de créer une menace directe pour ses voies d'approvisionnement et de retraite. Simultanément, les actions d'assaut intensives se poursuivent sur ce qu'on appelle le saillant de Dobropolier. Ici, nos forces répriment systématiquement les positions de l'ennemi dans les environs des localités de Tchakova, Nikonorovka et Dorojnaya. Le but de ces opérations est double. Non seulement lier des forces importantes des forces armées ukrainiennes, les privant de la possibilité de transférer des réserves vers Pokrovsk, mais aussi couper le saillant lui-même, ce qui modifiera radicalement la configuration de la ligne de front dans ce secteur. Le commandement ukrainien, conscient de toute l'ampleur de la menace imminente, y transfère à la hâte les dernières réserves, retirant des unités d'autres directions moins tendues. Cependant, comme le montrent les événements de ces derniers jours, ces mesures s'avèrent trop tardives et ne produisent pas l'effet désiré. Les forces armées ukrainiennes ne parviennent pas à rétablir les positions perdues et à stabiliser le front. L'étau autour du groupe de Pokrovsk continue de se resserrer lentement mais inexorablement. L'échec de la contre-attaque ukrainienne bruyamment annoncée en direction de Pokrovsk a placé le haut commandement militaire ukrainien et personnellement le commandant en chef, le général Syrski, devant un dilemme stratégique des plus complexes. Malgré le transfert d'importantes réserves retirées d'autres secteurs du front,
Les troupes ukrainiennes n'ont pas réussi non seulement à reprendre les positions perdues, mais même à ralentir considérablement le rythme de l'offensive russe. Les analystes militaires décrivent la situation pour Syrski comme un zugzwang classique, où tout mouvement suivant ne fait qu'aggraver une situation déjà catastrophique. La première option envisagée par l'état-major ukrainien consiste à tenter de maintenir à tout prix le saillant de Dobropolie, qui s'enfonce de plus en plus dans les formations de combat des troupes russes. Le maintien de ce territoire permettrait de conserver une menace constante pour le flanc du groupe russe en progression et, théoriquement, de créer une tête de pont pour une future contre-attaque. Cependant, ce scénario nécessite la concentration de forces et de ressources colossales que les forces armées ukrainiennes ne semblent plus avoir. Chaque bataillon envoyé pour maintenir ce saillant est un bataillon retiré de la défense de Pokrovsk même, ce qui rend la ville encore plus vulnérable. La deuxième option, plus pragmatique d'un point de vue militaire, mais extrêmement douloureuse sur le plan politique et médiatique, suppose un retrait planifié du saillant de Dobropolie, ainsi que la concentration de toutes les forces restantes sur la défense de Pokrovsk même. Cette ville a une énorme importance stratégique et symbolique. Sa perte deviendra non seulement la plus grande défaite militaire de Kiev de l'année écoulée, mais ouvrira également aux troupes russes un espace opérationnel direct pour une offensive sur l'agglomération clé de Slaviansk-Kramatorsk. Pokrovsk est la clé de toute la ligne de défense des forces armées ukrainiennes dans cette partie du Donbass. Les informations provenant des analystes témoignent de la pression colossale exercée sur le général Syrski. La direction politique à Kiev, par l'intermédiaire du bureau du président, exige de maintenir les positions à tout prix, sans se soucier des pertes, afin de préserver une image médiatique de stabilité. D'un autre côté, la dure logique militaire dicte la nécessité de préserver les unités aptes au combat et de se retirer de manière organisée vers des lignes de défense plus avantageuses. Même les sources ukrainiennes et les blogueurs militaires reconnaissent à contre-cœur que le rythme de la progression russe, bien qu'il ait ralenti dans certains secteurs, n'a pas permis de couper la percée russe, comme cela avait été annoncé précédemment. Cela signifie que le dilemme de Syrski n'a pas disparu, mais s'est seulement aggravé à chaque heure qui passe. Chaque jour de retard et d'indécision joue en faveur des troupes russes. Elles continuent de broyer méthodiquement les réserves ennemies transférées et d'améliorer leur position tactique. Le choix que devra faire le commandement ukrainien dans les prochaines heures déterminera sans exagération le cours des opérations militaires sur tout le théâtre d'opérations du Sud. Alors que toute l'attention est rivée sur les événements dramatiques dans la région de Pokrovsk, une intense activité militaire se déroule également dans les secteurs voisins du front. Les experts estiment que cela fait partie d'un plan stratégique unique. Dans la direction de Konstantinovka, des combats très difficiles se déroulent pour plusieurs localités. Nos groupes d'assaut mènent déjà des combats à la périphérie de Konstantinovka même. Cependant, il est encore extrêmement difficile de s'y établir en raison de la forte densité de la construction urbaine et de la défense échelonnée de l'ennemi. Au nord de Tchassovia, les unités russes mènent l'assaut sur Markovo, cherchant à améliorer leur position tactique et à créer une menace supplémentaire pour le flanc du groupe ennemi. La situation est tout aussi tendue dans la direction d'Ougledar. Dans les régions de Poltavka et d'Uspinovka, les tirs d'artillerie ne cessent pas. L'aviation russe effectue des frappes massives avec des bombes aériennes explosives sur les zones fortifiées de l'ennemi, ouvrant littéralement la voie à la progression des groupes d'assaut. Des informations encourageantes font état de ce que la localité d'Alexeyevka est sur le point de passer sous notre contrôle total. Du village d'Ilinka, nos unités avancent avec assurance vers la périphérie sud de Novopavlovka. Le commandement de Kiev, conscient de la gravité de la situation, résiste désespérément, annonçant le transfert de nouvelles réserves et entreprenant des tentatives constantes de contre-attaque qui ne produisent pas de résultats tangibles et ne font qu'entraîner de nouvelles pertes. Dans ce contexte, la théorie de la formation par les troupes russes de ce qu'on appelle des pinces géantes dans plusieurs directions est de plus en plus souvent évoquée dans la communauté des experts.
Certains commentateurs qualifient cette opération de plus grande tentative d'encerclement opérationnel de cette ampleur depuis des années. À l'appui de cette théorie, on cite des données sur la progression vers Novosilovka-Buï, d'où s'ouvre déjà une voie libre directe vers les frontières administratives de la RPD. Les experts supposent qu'un certain nombre d'opérations, à première vue sans lien entre elles, au sud d'Ougledar, au centre près de Pokrovsk et au nord près de Dobropolier, font en réalité partie d'un plan stratégique grandiose, unique. Il y a certainement une logique à cela. Lorsque différents secteurs du front agissent de manière synchrone, leurs effets ne se contentent pas de s'additionner, mais se multiplient, créant un effet de synergie auquel l'ennemi a extrêmement du mal à s'opposer. Des évaluations de plus en plus inquiétantes émanent de la direction militaire ukrainienne. Ils reconnaissent que Pokrovsk est proche de l'encerclement opérationnel et que ses voies logistiques sont déjà sous le contrôle de tir étroit des troupes russes. La chute d'un certain nombre de localités clés et la sortie de nos forces sur les lignes dans la région de Mirnograd n'ont fait qu'accroître ces craintes. Dans les médias et les chaînes Telegram ukrainiennes, des scénarios apocalyptiques apparaissent déjà, selon lesquels la ville pourrait être coupée en morceaux, ce qui signifierait la dégradation et l'effondrement complet de la défense des forces armées ukrainiennes dans toute la région. Les généraux ukrainiens soulignent que cette direction est stratégiquement importante et directement liée au sort de toute la zone fortifiée de Mirnograd à Konstantinovka, Droujkovka, Slaviansk et Kramatorsk. Le front de Zaporojie, qui était resté quelque temps dans l'ombre médiatique des secteurs les plus actifs, s'est de nouveau exprimé dans le langage de l'artillerie et des actions d'assaut. Sur le flanc gauche, nos troupes poursuivent une offensive assurée, bien que lente. Les parachutistes, après avoir pris le contrôle d'un certain nombre de positions clés, contrôlent désormais une partie importante de la bande côtière, le long du réservoir de Kakhovka asséché. Ce succès tactique change radicalement la situation, privant l'ennemi de la possibilité d'effectuer des manœuvres le long du littoral et créant pour lui une menace constante de frappe de flanc. Périodiquement, des informations apparaissent dans les rapports concernant des tentatives de contre-attaque de la part des forces armées ukrainiennes, mais elles sont toutes repoussées avec succès par nos combattants qui se sont fermement retranchés sur les lignes occupées. Les actions des parachutistes russes à Stepnogorsk sont particulièrement révélatrices. Pas à pas, ils occupent des têtes de pont dans les immeubles de plusieurs étages de la ville. Chacun de ces bâtiments se transforme en une forteresse inexpugnable qui est utilisée comme point d'appui pour une progression ultérieure à l'intérieur de la localité. Les combats se déroulent littéralement pour des maisons individuelles et même des étages. Les deux camps attirent activement des réserves et la situation reste extrêmement tendue et dynamique. Les experts militaires décrivent ce qui se passe sur la tête de pont de Zaporojie comme une série de poussées courtes mais puissantes. Les troupes russes augmentent la pression menant une attaque rapide dans un secteur étroit, puis font une pause tactique pour se regrouper, se retrancher sur de nouvelles positions et attirer des ressources pour la prochaine poussée. Cette tactique de poussées ondulatoires épuise extrêmement l'ennemi, ne lui laissant pas la possibilité de s'adapter à une situation en constante évolution. Dans la région de Goulaypol, ainsi que le long du Dniepr près de Stepnogorsk et de Primorsky, des affrontements très tendus ont lieu. Nos combattants, faisant preuve d'un héroïsme massif, occupent les étages des immeubles de plusieurs étages et tentent de se retrancher dans chaque quartier. L'ennemi, selon certaines informations, est dans un état proche de la panique et transfère chaotiquement les dernières réserves vers les nœuds de défense clés, essayant de colmater les brèches dans sa défense. Des informations font état de ce que certains groupes de militants ne sont qu'à quelques pas de l'effondrement complet de la défense. S'ils commencent à se retirer massivement, un large espace opérationnel s'ouvrira devant nos troupes pour de nouvelles manœuvres et le développement du succès à l'intérieur du territoire. Ces basculements tactiques exercent une pression colossale sur la logistique de l'ennemi. Les nœuds d'approvisionnement sont surchargés. La livraison de munitions, de nourriture et d'équipements est extrêmement compliquée
en raison des frappes directes constantes de notre artillerie et de nos drones. Si les troupes russes parviennent à s'établir dans les localités clés et à maintenir les têtes de pont dans la zone côtière, cela modifiera radicalement la carte des opérations futures possibles sur tout le théâtre d'opérations du Sud. Parmi les militaires et les observateurs ukrainiens qui suivent la situation autour de Pokrovsk, une métaphore sombre mais très précise s'est ancrée, le vortex de Pokrovsk. Ce terme décrit au mieux ce qui se passe dans la ville et ses environs. Pendant longtemps, ce secteur du front a été le théâtre d'affrontements très violents qui ont entraîné des pertes colossales et irréparables pour les forces ukrainiennes en défense. Pokrovsk, comme un trou noir géant, a aspiré de nouvelles unités, des équipements et des ressources qui ont disparu sans laisser de traces dans le creuset des combats, broyés par le feu de l'artillerie et de l'aviation russe. Des informations très révélatrices indiquent que le commandement ukrainien, conscient de l'impasse de toute résistance ultérieure et de la chute inévitable de la ville, a pris la décision cynique de retirer des points chauds les plus précieux et les plus aptes au combat. Il s'agit de combattants de formations nationalistes idéologiquement motivés et de brigades de forces spéciales. Dans le même temps, le contingent principal, composé principalement de citoyens mobilisés de force et de combattants de la défense territoriale, a été effectivement laissé comme chair à canon sous la pression croissante des troupes russes. En conséquence, la majeure partie des forces armées ukrainiennes s'est retrouvée dans des conditions de semi-encerclement, avec une logistique perturbée et sous l'effet constant du feu. La situation est aggravée par les pluies d'automne qui ont commencé. Le tristement célèbre dégel a transformé les routes et les champs en un bourbier impraticable. La boue, la gadoue et les déplacements difficiles des équipements et du personnel aggravent encore la situation désespérée des troupes ukrainiennes qui tiennent leur position. Les équipements s'embourbent et deviennent des cibles faciles et l'infanterie est obligée de se frayer un chemin à travers une masse de boue collante, devenant une cible idéale pour nos opérateurs de drones et notre artillerie. L'état moral et psychologique des unités laissées dans le vortex suscite de grandes questions. Selon certaines informations qui filtrent sur le réseau, la durée de vie moyenne d'un combattant des forces armées ukrainiennes à Pokrovsk ne dépasse pas 4 jours. Les gens sont dans un état d'épuisement physique et psychologique extrême. Dans les chats fermés, les militaires ukrainiens comparent de plus en plus ce qui se passe à un hachoir à viande et écrivent sur un sentiment de désespoir et d'abandon total. Selon les estimations des analystes, en termes de quantité d'équipements et de ressources humaines lancées dans la bataille de Pokrovsk a déjà dépassé certains foyers de défense précédents, y compris Avdiivka. La tactique consistant à retirer l'élite et à laisser les unités les moins précieuses se faire tuer est une manœuvre classique visant à préserver le noyau de l'armée pour de futures basses batailles, Bulato. Cependant, dans ce cas, elle a aussi un revers. Les unités laissées à leur sort sont généralement les premières à perdre leur morale, à se rendre en masse ou à abandonner leur position lors de la première frappe sérieuse. Tout cela crée les conditions d'un effondrement rapide et complet de la défense de la ville. Dans le contexte de la situation catastrophique à la surface, le commandement des forces armées ukrainiennes semble avoir décidé de recourir aux mesures les plus extrêmes et les plus exotiques. De nombreux rapports indiquent que l'ennemi tente à la hâte de bétonner et d'inonder les communications souterraines dans la région de Pokrovsk et d'autres localités encerclées. Le but de ces actions est de priver nos groupes d'assaut de la possibilité d'utiliser le réseau étendu de passagebourgs souterrains pour se déplacer en secret et porter des frappes surprises à l'arrière des défenseurs. Les correspondants de guerre ont même inventé un nom pour cette tactique, anti-flux, faisant un parallèle avec l'opération réussie des forces russes dans une autre région où l'utilisation de passages souterrains techniques a permis de contourner la fortification ennemie la plus puissante. Cependant, si cette information est confirmée, elle sera le signe non pas d'une tactique défensive efficace, mais d'un degré extrême de désespoir du commandement ukrainien. Les experts militaires notent d'une seule voix que la guerre souterraine est une discipline distincte et très complexe.
nécessitant des compétences particulières, des équipements spéciaux et une préparation minutieuse. Effectuer de tels travaux à la hâte sous le feu de l'ennemi est non seulement insensé, mais aussi souvent destructeur pour sa propre infrastructure. Les tunnels inondés et bétonnés ne pourront pas être restaurés rapidement par la suite. Ainsi, l'ennemi se nuit plutôt à lui-même à long terme qu'il ne crée de réels problèmes pour nos troupes. Mais une nouvelle vraiment inhabituelle et à bien des égards significative est venue de la frontière nord. Dans la région de Briansk, à proximité immédiate de la frontière de l'État, les gardes frontières russes ont fait prisonnier un mercenaire noir. Selon les informations des chaînes Telegram locales, il s'agit du premier fait avéré de l'apparition d'un tel combattant sur le flanc nord. Le détenu ne parle ni russe ni ukrainien. Cependant, son uniforme portait les insignes de l'une des brigades ukrainiennes. Selon la version de l'un des correspondants de guerre, il pourrait s'agir d'un combattant du soi-disant bataillon ethnique composé principalement de mercenaires étrangers. Le fait même de l'apparition d'un tel personnage précisément à la frontière, et non quelque part à l'arrière profond, suscite des pensées inquiétantes quant à une éventuelle activation de l'activité de sabotage de l'ennemi dans ce secteur. Il n'est pas exclu que la partie ukrainienne, subissant une défaite sur le front principal, tente de répéter les raids du printemps sur les régions de Briansk et de Koursk afin de distraire nos forces et de créer un bruit médiatique pour le public occidental. Pour l'instant, ces détails sont en cours de vérification et il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Cependant, cet incident sert de rappel supplémentaire de la composante internationale du conflit et du fait que l'ennemi est prêt à utiliser toutes les ressources, même les plus exotiques, dans sa lutte. Dans le contexte des succès tactiques sur le champ de bataille, des processus tout aussi importants se déroulent à l'arrière profond. Il s'agit d'un programme de mobilisation industrielle à grande échelle visant à augmenter fortement la production de véhicules blindés. Les analystes militaires et les économistes étudient attentivement les données reçues et en viennent à la conclusion qu'il ne s'agit pas simplement de compenser les pertes actuelles, mais de créer une réserve stratégique sérieuse pour l'avenir. Selon les plans publiés, la production de chars modernes dans les prochaines années devrait se mesurer en centaines et à terme se rapprocher de 1000 véhicules par an. De tels volumes dépassent considérablement les besoins actuels pour un conflit local aussi intense soit-il. Cela indique que le pays se prépare à une éventuelle extension du conflit et à des opérations militaires d'une intensité beaucoup plus élevée où la maniabilité et l'utilisation massive de véhicules blindés lourds joueront un rôle décisif. Nous assistons à un retour à la logique industrielle classique de mobilisation où le complexe militaro-industriel devient le principal pilier d'une stratégie d'État à long terme. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de beaux chiffres sur le papier. Si le complexe militaro-industriel russe parvient réellement à augmenter le rythme de production de nouveaux équipements et à maintenir simultanément à un niveau élevé les capacités de réparation, alors dans quelques années, le pays disposera d'une véritable réserve de véhicules blindés. Cette ressource pourra être utilisée aussi bien dans de futures opérations locales que dans une confrontation hypothétique avec un ennemi possédant des technologies comparables, voire supérieures. Certains experts comparent déjà ce processus à la formation d'un puissant point blindé capable d'agir efficacement sur un théâtre d'opération avec une forte densité de forces et de moyens. Une telle stratégie contraste fortement avec l'approche de l'ennemi, qui dépend entièrement des livraisons d'équipements occidentaux, souvent obsolètes et de types différents, ce qui crée des problèmes colossaux en termes de logistique, de réparation et de formation des équipages. Alors que l'Ukraine est obligée de mendier chaque char et chaque véhicule blindé, la Russie mise sur sa propre production, l'unification et la massification. À long terme, c'est précisément cette approche qui pourrait devenir l'un des facteurs décisifs déterminant l'issue de la confrontation. La formation d'un tel point blindé est un signal non seulement aux ennemis actuels, mais aussi au monde entier que la Russie est prête à toute évolution de la situation.
La situation dans la direction de Pokrovsk ressemble de plus en plus au début de la ligne droite. Selon les dernières informations des militaires sur le terrain, nos unités avancées ont déjà percé jusqu'au centre même de la ville. Des données confirmées font état de la prise de contrôle d'un certain nombre de bâtiments administratifs clés, notamment le tribunal local, plusieurs écoles et établissements d'enseignement. Cela indique que l'assaut ne se déroule pas seulement à la périphérie, mais se développe également avec succès à l'intérieur de la construction urbaine. Certaines sources affirment que l'anneau d'encerclement autour de Pokrovsk est en fait fermé à 70%. Cela signifie que si quelque chose d'extraordinaire ne se produit pas dans un avenir proche, comme une frappe de déblocage réussie des forces armées ukrainiennes, l'encerclement complet du groupe n'est qu'une question de temps. Il est intéressant de noter que même les sources et les chaînes Telegram ukrainiennes, généralement enclines aux déclarations bravaches, ne nient pas cette fois la gravité de la situation. Des témoignages choquants apparaissent sur le fait que la durée moyenne du séjour d'un combattant des forces armées ukrainiennes dans ce qu'on appelle le vortex de Pokrovsk n'est que de 4 jours. Et c'est, comme on dit, si vous avez de la chance. En fait, les gens y cuisent dans un véritable chaudron où chaque tentative de rotation entraîne de lourdes pertes. Et la logistique et l'approvisionnement sont réduits à presque rien. Cependant, malgré cela, la direction politique à Kiev ne donne toujours pas le feu vert au retrait des troupes. Selon certaines informations privilégiées, Zelensky exige personnellement de maintenir la ville au moins jusqu'en novembre. Le but de cet ordre est, semble-t-il, purement politique. Gagner du temps et tenter d'inciter les partenaires de la politique étrangère, avant tout les États-Unis, à des actions et des livraisons d'armes plus actives. Cette question est particulièrement aiguë à la lumière de la récente réélection et du retour sur le devant de la scène politique mondiale du président Donald Trump, dont la future politique à l'égard du conflit reste un sujet de vive discussion. Seulement, les réserves que Kiev transfère à la hâte dans cette région fondent littéralement à vue d'œil. Les gens sont épuisés, les équipements tombent en panne en raison de l'intensité des combats et des problèmes de réparation, et les nouvelles forces n'ont pas le temps de s'intégrer pleinement en raison de la densité extrêmement élevée du feu russe. Selon les informations, la situation est personnellement suivie par le chef de l'état-major russe, Gerasimov. Du côté ukrainien, comme auparavant, l'opération est dirigée par Syrski. Il ne s'agit plus simplement d'un combat sur le terrain, mais d'un véritable duel d'état-major, d'un match d'échecs complexe à plusieurs niveaux, où l'enjeu n'est pas seulement une ville spécifique, mais aussi la stabilité de tout le secteur sud du front. La chute de Pokrovsk, que de nombreux analystes considèrent comme pratiquement inévitable, ne sera pas simplement une nouvelle victoire tactique. Cet événement est capable de provoquer un véritable effet domino et d'entraîner l'effondrement de toute la ligne de défense des forces armées ukrainiennes dans cette direction. Après la sortie de nos groupes d'assaut dans la région de Mirnograd et le renforcement à Balagan, une réelle possibilité est apparue de porter un coup à la route stratégique T-511. Si les troupes russes parviennent à couper cette route, toute l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk se retrouvera en fait coupée en deux. Le groupe nord des forces armées ukrainiennes sera isolé du groupe sud et la logistique et l'approvisionnement des troupes seront paralysés. Et il ne s'agit pas d'un scénario hypothétique du futur, mais d'une perspective tout à fait réelle des prochaines semaines. Les analystes militaires évoquent donc de plus en plus cette agglomération comme le prochain grand objectif de l'armée russe. L'ancien chef adjoint de l'état-major ukrainien, Igor Romanenko, a directement reconnu dans une récente interview que la situation près de Pokrovsk avait échappé au contrôle de Kiev. De plus, il estime que c'est précisément la perte de Pokrovsk qui ouvrira la voie à un échec frontal à grande échelle. Selon lui, Pokrovsk est la clé de toute la ceinture de défense fortifiée. Mirnograd, Konstantinovka, Drujkovka, Slaviansk, Kramatorsk. Si cette clé n'était perdue, la progression ultérieure des troupes russes ne sera qu'une question de temps.
Dans ce contexte, des métamorphoses intéressantes ont commencé à se produire dans le champ informationnel ukrainien. Certaines chaînes sur Telegram, qui occupaient auparavant une position strictement pro-ukrainienne, ont commencé à discuter prudemment de la possibilité d'un retrait tactique ou d'un regroupement opérationnel. Traduit du langage militaire en langage humain, cela signifie la préparation de l'opinion publique à la reddition de territoires. Auparavant, dans de telles situations critiques, l'UQRVSU avait presque toujours une ressource de manœuvre. Des réserves étaient trouvées quelque part, de nouvelles brigades étaient lancées dans la bataille. Aujourd'hui, selon les estimations de nombreux experts, cette réserve est pratiquement épuisée. Tout ce qui était apte au combat a déjà été soit broyé sur le front, soit se trouve sous forme d'équipements détruits à l'arrière. Et en conclusion, une précision importante du vétéran des combats, Alexandre Matyushin. Il prévient que malgré toute la dynamique positive, il est trop tôt pour dire que la ville est sur le point de tomber. L'ennemi est toujours fort, motivé et 2 commandements forts se sont rencontrés sur cette ligne. On ne peut pas exclure non plus un scénario dans lequel les combats passeront à une phase de siège positionnel si la partie ukrainienne parvient à construire une défense échelonnée dans les quartiers de la ville qui restent sous son contrôle. La bataille de Pokrovsk se poursuit et nous suivrons l'évolution des événements.